Oui, mais la qualité n'est vraiment pas accessible à n'importe quelle bourse, William Tay. Effectivement, le problème qu'on a, c'est qu'on a plein d'injonctions contradictoires qui nous ont fait qu'on en est arrivé là. Premièrement, on a voulu faire de la montée de gamme en disant que les Français devaient manger d'une certaine manière. Or, le pouvoir d'achat des Français n'a pas évolué de la même manière. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il fallait faire tel comportement, un peu comme sur les véhicules, en disant tiens, passez tous à l'électrique, mais bon, forcément, les gens qui avaient besoin d'un véhicule, ils n'avaient pas forcément moyen de payer un véhicule électrique. Ensuite, après, moi, je pense que sur l'agriculture, il y a 3 responsables à des phases organisées. Le premier responsable, c'est les dirigeants français qui se sont trompés depuis 40 ans parce qu'ils ont pensé qu'on pouvait construire une nouvelle économie basée notamment sur les services, le tourisme et faire un peu la France un pays du Club Med, c'est-à-dire qu'on allait faire un pays sans usines, sans agriculteurs, parce qu'on pensait qu'on n'aurait pas besoin de produire ni de manger. Bon, ça c'est pas forcément le meilleur choix. Et donc en termes de traduction politique, on a augmenté la fiscalité, on a augmenté des réglementations pour faire en sorte de faire plaisir à certains, mais pour au final couler l'économie du pays. C'est ce qui s'est produit magistralement, parce que la France est beaucoup moins productive que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, alors qu'en 80, un Français était plus riche qu'un Allemand, un Américain ou un Britannique. Ensuite, après, le deuxième responsable, c'est l'Europe, parce que l'Europe a considéré que l'agriculture n'était pas un domaine stratégique et donc forcément on a bradé l'agriculture pour en fait considérer qu'il fallait privilégier le consommateur, et pour privilégier les intérêts du consommateur, il valait mieux importer de la nourriture moins chère des pays étrangers, notamment venant d'Amérique du Sud ou d'autres zones du monde, pour au final au détriment du producteur français, du producteur européen. Et malheureusement la France a aggravé ce cas en transposant et en surtransposant des volontés européennes que forcément le législateur européen n'avait même pas encore pensé. Mais bon, ça c'est notre spécificité française. Et après, dernier point, et ça moi je pense que ça c'est le problème qu'on n'évoque pas assez, l'agriculture française a été plombée par les escrologistes. Ça veut dire que non, mais il faut le dire très clairement. Les types ont quand même dit dans la même phrase, on dit il faut que vous mangez mieux. Dans le même temps, pour manger mieux, ils ont préféré importer de la nourriture qui venait d'Amérique du Sud. Ça c'est quand même pas mal. Deuxième point, ils ont dit aussi qu'il fallait manger mieux, mais qu'il valait mieux au final avoir des produits qui venaient d'ailleurs que des produits qu'on pouvait contrôler en France. Et donc comment vous pouvez contrôler ce que vous pouvez manger dans votre propre assiette lorsque vous plombez l'agriculteur français? Il y en a certains quand même qui doivent se poser des questions. C'est comme les gens qui voulaient ne plus dépendre de la Russie mais qui ont plombé notre parc nucléaire. C'est un peu la même logique. Au final ce sont les gens qui ont peut-être des bonnes volontés, qui sont sympathiques dans la vraie vie, mais qui vous confient des conseils qui sont inapplicables dans la vraie vie. Et je pense que c'est ça un peu les écologistes politiques français. Et justement, la vraie vie au 0826 300 300 qui lui pense qu'il faut davantage d'agriculteurs de proximité. Mais avant, je voudrais voir comment William Tay réagit à tout cela. Malheureusement, je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Philippe, parce que quand vous regardez les principes de l'économie, c'est simple avec ce qui se passe en France. Tout ce qui est réussi, vous le taxez. Tout ce qui bouge encore un peu, vous le réglementez. Tout ce qui ne bouge plus, vous le subventionnez. Or, aujourd'hui, l'agriculture française est subventionnée avec la PAC. Donc, ça veut dire qu'en fait, la situation de l'agriculture est assez compliquée. Pour pouvoir établir la situation agricole, le problème, c'est qu'en fait, l'agriculture française était puissante. Maintenant, elle est en difficulté et que vous avez d'autres concurrents qui sont montés en gamme et qui ont pu avoir des marges de manœuvre supplémentaires pour investir et pour prendre des avantages compétitifs sur nos propres agriculteurs. Donc, lorsqu'il évoquait le cas de Notre-Dame, moi je suis plutôt d'accord avec lui, vous avez un problème de rattraper l'écart avec vos voisins et avec vos concurrents, pour ensuite après les faire gagner éventuellement de l'argent, en tout cas pour les faire un peu rayonner. Donc vous avez un problème de stratégie, c'est sur quel produit on se met spécifiquement si on décide de faire une spécialité agricole, et ensuite, d'un point de vue marché, il faudrait faire en sorte de pouvoir casser à peu près une grande partie des réglementations qui contraignent les agriculteurs pour qu'ils puissent au moins avoir un avantage compétitif sur nos concurrents, parce que c'est un marché, c'est de l'économie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour les aider, on n'est pas là pour les subventionner, leur faire porter des aides, on est là pour leur apporter les moyens de réussir. Est-ce que ce n'est pas ce que les parlementaires ont essayé de faire en essayant de rétablir l'acétamipride ? Moi, je pense que c'est pas suffisant. En fait, vous avez tellement de contraintes, vous avez tellement de normes, vous avez un poids fiscal qui fait qu'ils sont tellement peu compétitifs. Ces fameux formulaires pour pouvoir couper des branches. Tout. Couper des branches, pour pouvoir déclarer je sais plus quoi, mais il y a plein de contraintes. Mais même dessus, quand vous regardez aujourd'hui, un agriculteur gagne environ 1 400 € en moyenne. Il va partir à la retraite avec 800 balles ou un peu moins de 1000 balles. Donc ça veut dire que pour qu'il arrive au niveau des 2500 €, il faut le rendre le chose qui soit beaucoup plus compétitif. C'est pas uniquement avec le marché français qu'il arrivera à passer de 1400 à 2500 €. C'est-à-dire faut qu'on puisse de nouveau exporter l'agriculture française. Or, quand vous regardez, la France importait à peu près 25 milliards € de produits agricoles au début de 2000. Maintenant, elle en importe 60 milliards. Donc, ça veut dire qu'il faut changer les habitudes de consommation des Français qui veulent consommer moins cher, mais pour avoir un avantage compétitif coût par rapport aux agriculteurs, vous êtes dans une situation qui est très compliquée d'un point de vue fiscal et d'un point de vue social. Deuxième point,
c'est sur les normes. De toute façon, les normes sont tellement compliquées en France et en Europe que vous serez toujours moins compétitif que les pays étrangers, notamment d'Amérique du Sud. Donc ça veut dire que soit vous mettez en place un protectionnisme européen et vous interdisez les produits agricoles venant de l'étranger, vous n'aurez pas le choix pendant au moins 2, 3, 4, 5 ans, le temps que l'agriculture française se réglemente, soit vous mettez en place un principe Notre-Dame 2 pour les agriculteurs. Ça veut dire que vous dites, pendant 2-3 ans, le temps que l'agriculture française se reforme, le temps que les agriculteurs refassent des marges, on suspend et on fait un moratoire sur la plupart des normes et de toutes les obligations qui leur imposent. Sinon, ils peuvent pas gagner, c'est impossible. Il faut leur donner les moyens de gagner. Moi, je pense qu'effectivement, le point, c'est que l'agriculture est une économie, même si on l'oublie, et que si vous continuez à rester sur la logique des aides, etc., ça marchera pas parce que de toute façon, ils n'arriveront pas à s'en sortir eux-mêmes. Si vous voulez sauver une économie, les principes sont clairs. Soit vous avez un avantage compétitif, soit vous mettez en place un protectionnisme pour protéger votre marché. Donc, soit vous mettez en place un protectionnisme européen, mais ça suffira même pas, pour en faire en sorte que nos produits soient davantage compétitifs pour les consommateurs européens et qu'il reste un marché assez grand pour au final permettre aux agriculteurs français de s'en sortir. Soit vous les soutenez, et moi je pense qu'il faut faire les deux, soit vous les soutenez sur le plan national pour qu'ils soient compétitifs. Vous avez deux compétitivités, vous avez la compétitivité coût et la compétitivité hors coût. La compétitivité coût, ça veut dire que si vous voulez faire en sorte que l'agriculture soit rentable, il faut baisser les cotisations patronales et sociales pour faire en sorte qu'ils arrêtent de payer autant de charges et pour qu'ils aient davantage de reste à vivre. Et s'ils ont davantage de reste à vivre, ils pourront faire baisser les prix, notamment sur les coûts de production. Deuxième point, et ça je pense que c'est le plus important et ça concerne tous les acteurs économiques et pas uniquement les agriculteurs, c'est qu'il faut supprimer une grande partie des normes qui ne servent strictement à rien. Moi je cite souvent cet exemple parce que c'est assez marquant. Vous savez que par exemple en France, il y a tellement de taxes que la Cour des comptes, l'inspection des finances est incapable de savoir le nombre exact de taxes en France. Et c'est exactement ça le problème en France, c'est qu'il y a tellement de normes que les Français, les producteurs ne savent pas quelles sont les normes et donc c'est inapplicable. Moi, je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque et c'est complètement con. C'est vraiment stupide. Je pense que c'est vraiment pas adapté. C'est un peu comme les gens qui vous disent, qu'ils se sont convertis à quelque chose, mais vraiment beaucoup plus tard, quand c'est vraiment, ils pensaient que c'était un sujet à la mode, mais c'est plutôt à la mode. C'était bien de le faire en 2002 lorsque vous aviez adopté, la réforme du quinquennat, parce que vous aviez une concordance entre mandat présidentiel et mandat législatif, donc ça pouvait donner du temps, mais là aujourd'hui c'est ne pas comprendre quels sont les problèmes de la France, de penser qu'il faut un septennat. Premier point, si vous mettez en place un septennat, vous n'avez pas de concordance entre mandat législatif et mandat présidentiel. Ça veut dire que le président, quel qu'il soit, il se prend une banane aux élections législatives, donc son mandat est écourté soit au milieu, soit au bout de 5 ans. Donc il est fini, il ne peut plus rien faire. Oui, mais ça voudrait dire qu'il faudra aligner les mandats législatifs au septennat présidentiel. Donc je ne pense pas qu'ils sont au-dessus. Donc en tout cas, ça va être très compliqué. Ça veut dire que si vous proposez un septennat unique, le président qui est élu, au bout de 5 ans, il n'a plus de pouvoir et pendant 2 ans, il fait reine d'Angleterre. C'est super utile. Je ne pense pas que les Français votent pour un président de la République pour qu'il fasse reine d'Angleterre. Deuxième point, c'est-à-dire que ce qui est problème en France, c'est que vous avez un problème d'action publique. Ce que les Français reprochent, c'est pas que les politiques soient élus ou pas élus, ou qu'il n'y ait pas assez de démocratie, c'est qu'en fait, les Français reprochent aux politiques d'être élus et de pas faire ce pourquoi ils ont dit qu'ils étaient élus. Et vous promettez, comme Emmanuel Macron, une baisse des dépenses publiques, vous avez fait exploser les dépenses publiques et augmenter le nombre de fonctionnaires plus qu'un président de gauche. Soi-disant pour un président libéral, ça commence bien. Vous dites également que vous faites voter une loi sur l'immigration, vous êtes bloqué par les juges constitutionnels et par un certain nombre de problèmes européens qui font que vous ne pouvez pas appliquer les lois que vous dites vous mettez en place. Et donc les Français ont besoin d'un président qui soit efficace, qui agisse rapidement, et lorsque vous avez 5 ans, c'est déjà assez compliqué, même quand vous avez quasiment tous les pouvoirs. On l'a vu avec Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Donc, si en plus vous réduisez les pouvoirs du président de la République, alors qu'il est déjà contraint par le fait qu'ils doivent donner une grande partie de l'argent public qu'il a aux collectivités territoriales, qu'il est bloqué par l'Union européenne, qu'il est bloqué par les contraintes internationales, parce qu'un président de la République passe 85% de son temps à l'international, il est foutu, il est complètement mort. Ça va créer encore plus de désespoir et ça va créer encore plus de désaffection à l'égard du président de la République élu. Donc, moi, je pense que c'est complètement con. Ouais. Même aucun problème. Est-ce qu'il y a un président William Tell dit non, ça ne marchera pas. Non, mais ça marchera pas. Je n'ai parce que le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'en fait, si vous avez des législatives au bout de 5 ans comme c'est prévu, ça veut dire qu'au bout de 3-4 ans, les parlementaires vont arrêter de légiférer en vue de penser à leur propre élection. Vous pensez vraiment que si ils rétablissent le septennat présidentiel, ils n'aligneront pas les mandats législatifs? Impossible, ça ne sera jamais approuvé par les Français, donc ça ne passera pas. Ça ne passera pas cette histoire. C'est comme ceux qui espèrent revenir sur le cumul des mandats, ils peuvent se mettre un doigt dans l'œil, ça n'arrivera pas. C'est fini. Il y a des principes comme ça auxquels vous pouvez plus revenir. Vous les balancez une fois, vous pouvez plus revenir dessus. Donc ça veut dire qu'en fait, le président de la République a une marge de manœuvre de 3 ans. Qu'ensuite après,
comme dans tous les mandats, le président de la République va perdre en cote de popularité. Les députés de la majorité vont avoir les chocottes pour leur propre réélection et vont commencer à arrêter une grande partie du programme législatif. C'est comme ça que ça va se passer. Ça se passe exactement comme ça à chaque fois. Et c'est comme ça qu'Emmanuel Macron a eu des difficultés. Deuxième point qui pose problème, et ça c'est le pire, je pense, c'est celui qui met en place le septennat unique. Ça veut dire qu'en fait, le président de la République, il a 1 an de mandat, et puis après, au bout d'1 an, tout le monde se bat pour piquer sa place dans la prochaine fois. Exactement ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron pour ce quinquennat-là. Emmanuel Macron a été élu, au bout d'1 an et au bout de 2 ans, ils se sont tous tapés dessus, ce qui a provoqué la dissolution, pour essayer de lui piquer sa place. Donc, le septennat unique ou quinquennat unique, ça c'est vraiment une idée bidon, ça marche pas, ça c'est vraiment une idée qui ne fonctionne pas. Mais pour revenir sur le septennat, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, le temps n'est pas adapté à l'action publique. C'est-à-dire que je pense que ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est qu'un président, au bout de 2-3 ans, il adopte quasiment une grande partie de son programme. Or, vous avez un problème, et ça, moi je pense que c'est ça le problème, c'est que le Parlement met trop de temps à légiférer. Quand vous faites une loi et que vous faites une annonce de loi, pour faire voter une loi, vous mettez à peu près 8 mois, 1 an. Ensuite, après, vous devez mettre en place les décrets d'application, ça met 6 mois. Le temps que les effets de la loi s'appliquent, vous devez compter pour une loi économique notamment, c'est ce que je connais mieux, entre 12 et 36 mois. C'est-à-dire que vous faites voter une loi en 2020, vous annoncez une loi en 2027, elle n'est pas appliquée réellement à plein effet avant 2031-2032. C'est-à-dire que vous êtes mort. C'est ça le problème. Et donc, il faut raccourcir le temps législatif et il faut raccourcir les délais d'application. William Tay. Quand tu regardes les mesures Covid, et je suis d'accord avec madame, tout le monde a eu le Covid. Pour la gestion du Covid, l'Allemagne va mettre 7 ans pour rembourser la dette Covid. L'Italie va mettre 25, l'Espagne 39, la France va mettre 69 ans à rembourser la dette Covid. C'est-à-dire que pour la gestion de 2 ans de crise sanitaire, on a endetté les Français jusqu'aux arrière-petits-enfants. Mais on a même endetté des entreprises avec le prêt garanti par l'État. Avec les entreprises zombies, etc. Ça veut dire que certes, d'un point de vue administratif, on peut considérer qu'il a été efficace, mais d'un point de vue économique et financier, pour sauver l'instant présent, il a coulé l'économie française pendant 70 ans. 70 ans quand même. Exactement. Oui, exactement. Il a coulé l'économie française. C'est pas ça qui a coûté cher. Déjà, pour reprendre ce qu'a dit Amaury, quand vous regardez les dépenses publiques de la France, elles sont supérieures à l'Union soviétique à son pic, à son prime. C'est-à-dire que la France dépense plus que l'Union soviétique à son prime, qui est quand même un pays communiste, plus que la Chine communiste, et qu'aujourd'hui, Cuba a réformé un peu son système. La France dépense plus en dépenses publiques que Cuba. Donc ça pose quand même question sur la gestion de la France. Deuxième point sur la gestion du Covid. Vous avez les mesures qui sont faites aux entreprises pour leur permettre de maintenir, mais quand même, il faut quand même préciser. C'est-à-dire que c'est de la mesure où on a tout fermé qu'on a dû soutenir les entreprises. Dans certains pays, ils ont fait des choix qui sont différents. Ils ont fait de ce qu'on appelle la fermeture hybride. Ça veut dire qu'ils ont fermé en partie, mais ils ont laissé ouvert d'une autre partie. Et c'est ça qui a permis de pas que toutes les entreprises coulent. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous fermez tout. Donc forcément, les entreprises ne peuvent pas continuer à aller travailler. Donc vous êtes obligé de subventionner les entreprises pour qu'elles puissent tenir économiquement. Autre point, ce qui a coûté très cher. Oui. C'est les mesures de soutien aux particuliers et les aides sans discrimination. On a fait un chèque carburant à tout le monde, une facture énergétique, etc., un bouclier énergétique à tout le monde sans aucune discrimination. Et donc, en faisant tous ces dispositifs-là, vous les accumulez tous un par un, des différentes aides par-ci, par-là, et vous arrivez sur une facture qui est gigantesque. Quand vous prenez ce qu'a dit madame, vous savez que les autres pays mettent 5 ou 6 ans à rembourser leur dette Covid et nous 70 ans. Ça pose comme question. En économie, tu as un truc qui est simple pour mesurer l'efficacité d'une politique économique, c'est que tu prends les situations avant et la situation après. Sur tous les indicateurs français, dépenses publiques, prélèvements obligatoires, niveau de dette, niveau de chômage, niveau de croissance économique, tous les chiffres sont pires que soit dans le pire du Covid, soit avant, dans la situation actuelle. Le taux de chômage est supérieur actuellement à celui qu'on avait pendant le Covid. Le taux de défaillance d'entreprise est supérieur à celui qu'on avait avant le Covid. Alors, tu pourrais dire, tous les pays ont été frappés de la même manière. Alors pourquoi est-ce que nous, on a des chiffres qui soient plus mauvais, soit Covid, soit avant Covid, alors que tous les autres pays se sont rétablis, alors qu'ils subissent exactement les mêmes choses que nous ? L'Ukraine, l'Iran, le blocage du détroit d'Ormuz et tout ce que tu veux, ils ont subi les mêmes choses que nous, tous les autres pays. Pourquoi est-ce que tous les autres pays ont des meilleurs résultats post-Covid et nous, on a des moins bons résultats ? Ça pose question sur la gestion de la politique économique. Effectivement. Ça n'existe pas. Non, ça n'a été confirmé.
en même temps. Ah, non, William non, Tay, si. William Moi, Tay, je William veux Tay. défendre, je vais pas des fantasmes. Attends, Philippe Bourriaquet, William Tay, s'il Déjà, vous plaît. l'arrestation de l'écrivain lorsque Bruno Retailleau a mis des mesures de rétorsion contre l'Algérie qui sont tout à fait normales en disant... On parle de Boualem Sansal. Boualem Sansal, tout à fait. Alors, je vais te couper tout de suite parce qu'il y a une information très une information très importante que vous ne diffusez jamais dans les médias. Vous savez qui est Boualem Sansal? C'était le numéro 2 du ministère des Finances en Algérie pendant toutes ces années. C'est-à-dire qu'il a bien bouffé à la gamette et il connaît la loi. La loi. J'arrive sur un truc très simple. Boualem Sansal, quand il est descendu en Algérie, il aurait pu descendre avec son passeport français. Il l'a pas fait, il est descendu avec son passeport algérien. Donc quand tu descends en Algérie avec ton passeport algérien, l'Algérie considère que tu es algérien. On n'a rien à foutre que ce soit binational ou trinational. Et on peut reprocher à l'Algérie ses lois un petit peu autoritaires, fermées, etc. Mais il savait très bien qu'en disant ce qu'il avait dit, il allait se retrouver derrière les choses. Non, mais c'est pas ça le point. C'est qu'ils ont fait des mesures de rétorsion contre Bruno Retailleau, en sachant très bien qu'en emprisonnant Boualem Sansal, ils allaient obliger le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, à calmer Retailleau pour qu'il fasse pas la mesure et la politique qu'il voulait mettre en place. Et la politique était claire, c'était simple. C'était que l'Algérie avait des ressortissants à reprendre, donc doit laisser passer les passés consulaires. Et donc, quand tu disais qu'ils ne font pas de mesures de rétorsion, des mesures de déstabilisation de la France, c'est faux. Oui, ça, on l'a également. Non, mais sur le territoire français, tu me parles. Non, mais t'as plein d'exemples. Moi, j'en ai discuté avec les plus hauts responsables du ministère de l'Intérieur. Il y a des tentatives de déstabilisation sur le sol français par les services de renseignement algériens qui se réfugient dans les consulats. Vous avez des tentatives d'enlèvement sur le sol français. Vous avez des militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie qui sont suivis et espionnés par les services algériens sur le sol terroriste, je vous le rappellerai au demeurant. Donc tout cela est évidemment inadmissible. Donc oui, et face à cela, la France fait si peu. Bon, William Tay, votre coup de gueule, vous? Moi, mon coup de gueule est le suivant, c'est que on sait depuis des années, depuis des décennies qu'on a les effets du dérèglement climatique à cause du réchauffement climatique. Et donc, on s'est jamais organisé. Pourtant, on a réussi, et c'est une passion française, de trouver des nouvelles taxes pour pouvoir les faire. On a mis en place ce qu'on appelle la fiscalité environnementale, on a mis en place des budgets verts, on a mis en place tout un tas de mesures pour faire des dépenses écologiques. Et la question qu'on pose, c'est pourquoi, lorsqu'on a prélevé la fiscalité environnementale, rapporte à peu près entre 30 et 50 milliards d'euros par an, pourquoi est-ce qu'en prélevant autant d'argent sur les poches du contribuable, et ben finalement, lorsqu'il y a des incendies, on n'a pas les moyens de payer un Canadair. Lorsqu'il y a des incendies, on n'a pas les moyens de payer des pompiers. Lorsqu'il y a des problèmes de climatisation, on n'a pas le budget nécessaire pour faire des clims. Et ben, quand vous regardez le coût d'une clim, vous regardez tout ce qu'on a prélevé sur la fiscalité environnementale, on a les moyens de le faire. Donc quand vous regardez dans le détail, c'est ça qui est amusant, qu'est-ce que c'est qu'un budget vert et comment on a dépensé l'argent, et pour savoir si ça a une rentabilité ultra forte sur l'écologie, et ben, on a arrêté d'investir sur le nucléaire pour investir un tas d'argent sur les éoliennes. Est-ce que les éoliennes rapportent plus d'un point de vue écologique que le nucléaire? Ça pose question. Ça, c'est uniquement sur les questions énergétiques. Et sur les questions également de transport, on a mis tout le paquet sur les pistes cyclables. Et donc aujourd'hui, on peut constater les effets grandioses des pistes cyclables pour lutter contre les effets du réchauffement climatique et du dérèglement climatique. En tout cas, chapeau les écologistes, vous nous avez bien escroqués comme toujours. Moi, je suis pas j'avais le même avis qu'Amaury initialement. Puis ensuite, après, maintenant, chaque année, comme le PSG va loin et que je suis abonné au PSG, je vais en finale de Ligue des Champions. Donc, je vais y arriver. Du coup, l'année dernière, j'étais à Munich et cette année, j'étais à Budapest. Et en fait, pour se déplacer, les autres pays, donc les pays d'Europe centrale et les pays d'Europe du Nord, sont beaucoup mieux organisés. C'est-à-dire qu'en fait, le système de trottinette électrique est cumulé avec les pistes cyclables. Et donc, en fait, quand vous voulez vous déplacer, c'est assez bien organisé pour que vous puissiez se sentir en sécurité. Donc, moi, à chaque fois que je voyais ça, je regardais, je me disais, mais je ne vais pas monter dessus. À moi, on n'avait pas le choix parce que de toute façon, il n'y avait plus de transport en commun. Donc, on prend la trottinette électrique et vous pouvez vous déplacer assez librement. Les gens sont assez respectueux. Et surtout, ça, je pense que c'est la chose principale, c'est qu'en fait, ils ont organisé leur ville pour qu'elle puisse être compatible avec ce qu'on appelle la mobilité douce, trottinette électrique, vélo, etc. Donc, ça, c'est bien organisé. Le problème, nous, je pense qu'on a à Paris, en fait, c'est mal foutu. En fait, les pistes cyclables, on n'y comprend rien parce que le sens est incompréhensible. Et parfois, le sens de certaines routes, etc., est incompréhensible aussi. Et moi, je peux vous dire que là-bas, j'avais ni casque, ni gilet, ni quoi que ce soit. Je peux même faire de trottinette électrique jusqu'à 2h30, 3h du matin. J'avais aucun problème. En tout cas, tout était assez safe. Et surtout, les conducteurs savaient où ils pouvaient aller. Les gens qui étaient à vélo ou qui étaient à trottinette électrique pouvaient y aller. Donc, en tout cas, à Munich et à Budapest, vous pouvez le faire, c'est assez tranquille. À Paris, je pense que je suis moins certain. Parce que moi, ma théorie sur pourquoi est-ce que les vélos et ceux qui utilisent la trottinette électrique sont moins réglementés que les autres,
Quand je regarde les autres pays, je pense que c'est une question de clientèle électorale. Que en fait, ce sont les gens qui votent principalement pour c'est les électeurs clés dans les grandes villes, et que les grandes villes ne veulent pas se les mettre à dos parce que c'est l'électorat qui est clé, qui leur permet d'assurer une réélection à Paris, à Marseille et à Lyon. Et je pense que c'est principalement pour ça. Ensuite, après, sur la question que vous posez en termes d'éducation, moi, autant si je dois retourner en Allemagne ou je dois retourner en Autriche ou en Hongrie faire la trottinette électrique, je le referai. À Paris, je pense que c'est moins certain parce qu'en fait, il y a un problème qu'on n'évoque pas, c'est le problème culturel. C'est-à-dire qu'ils sont quand même beaucoup plus ordonnés et beaucoup plus respectueux des piétons, des automobilistes que nous on l'est. Moi, j'ai pas vu beaucoup de gens qui s'insultaient en voiture là-bas, alors qu'ici, c'est assez courant, quoi.